Bonjour, je suis Thomas Inscrit, bienvenue dans le cours Diagnostic différentiel, drapeau, triage et réadressage pour le master et RHP. Dans cette vidéo, nous allons parler principalement des factures d'un point de vue introductif sur l'ensemble des risques qu'on peut retrouver dans la littérature et des potentiels signes et symptômes de façon générique pour les fractures. D'un point de vue épidémiologique, nous trouvons que les fractures, principalement les fractures rachidiennes, ont une préférence pour le rachis lombaire et thoracique par rapport au rachis cervical, avec une prédominance quand même du rachis lombaire. Un tiers des fractures vertébrales ne seraient pas détectées malgré cela. Ça reste une pathologie relativement rare en soins primaires et secondaires. On estime environ à moins de 5%, même si c'est la pathologie la plus fréquente à exclure dans la pratique d'accès direct. On garde en tête que dans les données sur sujets asymptomatiques, nous pouvons retrouver jusqu'à 20 à 25% des personnes âgées chez qui nous retrouvons des signes de fracture rachidienne, plutôt lombaire et thoracolombale, sans histoire de traitement spécifique ou de diagnostic au préalable. Donc, la probabilité initiale est assez difficile à estimer et le lien avec la douleur aussi difficile. Il faudra être précautionneux. En pratique clinique, on considère en général un risque relativement faible de 5%, mais chez les personnes âgées, probablement faut-il augmenter ce risque initial parce que on retrouve des façons asymptomatiques et fréquentes ou des patients qui n'ont jamais été pris en charge pour des douleurs lombaires, probablement en considérant que c'était normal en étant âgé, on retrouve des risques de fracture plus importants. Dans les facteurs de risque de fracture ostéoporotique, encore une fois, nous penserons bien sûr à l'âge, plus de 50-70 ans, parce qu'il y a des phénomènes de vieillissement du tissu osseux. Les corticostéroïdes ont été rapportés dans plusieurs études comme des facteurs de risque. Il semble que la prise de corticostéroïdes au long cours, donc de plusieurs mois, augmente le risque et le multiplie presque par 3, en considérant que c'est l'usage prolongé sur plusieurs semaines qui augmente le risque. Une prise courte de 1-2 semaines sans pas augmenter le risque, que les risques sont augmentés, que la prise soit faite par oralement pour des problèmes respiratoires ou péros ou par injection, il y a un risque risque qui semble quand même s'estomper dans le temps. Chez les patients qui ont un traitement long de corticostéroïdes de plus d'un an, il semble que le risque s'estompe, il y a un pic dans les premiers temps, puis après le tissu se remanie, le risque diminue fortement, même si il semble qu'il faille attendre plusieurs mois après l'arrêt de traitement pour retrouver un risque normal par rapport à des sujets n'ayant jamais pris de corticostéroïdes. Les données ne sont pas forcément très claires sur ce sujet-là, mais nous considérons que les patients prenant des corticostéroïdes pendant plusieurs semaines et mois d'affilée ont un risque augmenté, mais que ce risque est principalement dans les 3 premiers mois et s'estompe au fur et à mesure, même s'il reste présent. Nous noterons que le diabète est aussi un facteur de risque, multipliant par 2 le risque de fracture ostéoporotique ou de fragilité au niveau du rachis. Ce qui semble être le plus fréquemment rapporté dans la littérature, c'est que les personnes ayant une fracture dans l'année ou actuellement sont plus à risque d'avoir une nouvelle fracture rachidienne. Ce qui peut être cohérent avec ces problèmes de corticoïdes et de risque dans l'année, et dans l'idée générale qu'une personne en mauvaise santé est à risque de nouveau avoir un problème. Dans les autres facteurs de risque que nous retrouvons dans la littérature, il y a le tabagisme qui augmente d'un quart le risque, le véganisme et ce genre d'alimentation qui semble augmenter d'un tiers le risque de fracture ostéoporotique. L'activité physique qui semble avoir un effet protecteur de diminuer d'un tiers le risque de chute. Et on retrouve un lien avec le test fonctionnel du Taibo Glucose Test, principalement chez les personnes âgées, en se disant que quand on a un Taibo Glucose Test qui augmente, on augmente le risque. Probablement est-ce parce que le risque de chute augmente et que la chute chez la personne âgée est un facteur de risque, évidemment, des fractures ostéoporotiques. Pour revenir rapidement sur le problème des corticostéroïdes, souvent une question importante et qui est difficile à apprécier en physiothérapie parce que nous ne sommes pas formés sur ces questions-là. Ce qu'on retrouve de cette méta-analyse de Canis de 2004, c'est que l'antécédent d'usage du corticostéroïde est associé à une augmentation du risque, quel que soit le type de fracture, que ce soit rachidienne ou extra-rachidienne.
Dans leur revue, la présence d'une fracture au préalable n'est pas retrouvée, contrairement à d'autres revues. Et la densité de masse osseuse, la BMD, Body Mass Density, est un facteur de risque, plutôt au niveau du col fémoral selon leur étude. Donc chez une personne qui a fait un dépistage d'ostéoporose et qui a des signes positifs, on considère qu'il y a un risque augmenté et l'usage de corticoïdes augmente de façon générale le risque de fracture. Sur le travail de méta-régression de Anmich par rapport au problème de corticostéroïdes toujours, on voit que ce sont principalement, vous pouvez voir ici en bas à gauche, sur les personnes qui ont une initiation, donc en rouge, que c'est ceux qui commencent leur traitement qui ont une augmentation du risque, avec un risque qui augmente, qui peut passer jusqu'à 10% de risque de fracture vertébrale. Et dans leur travail de méthanisation, ils ne trouvent pas de risque chez les différents entre les consommateurs chroniques et ceux qui commencent par rapport aux fractures non rachidiennes. Donc il semble bien que ce soit ceux qui commencent et dans les premiers temps du commencement de la fracture qui a un risque et que le risque semble s'estomper avec la durée de prise en charge. Donc dans le temps, c'est le temps précoce où il y a plus de risques dans les premiers mois et à partir d'un traitement chronique de plusieurs années, le risque diminue, enfin la corrélation entre le corticostéroïde et la fracture diminue. D'un point de vue sémiologique, on considère que les fractures vertébrales donnent principalement des douleurs locales pires à la mise en charge, évidemment, et à certains mouvements, même si on ne sait pas dire quand tous les mouvements sont négatifs, est-ce qu'il y a une douleur? Il n'y a pas de mouvement préférentiel, il n'y a pas de notion que l'extension doit être pire que la flexion, comme on pourrait retrouver pour les problèmes discaux. Le test de référence est principalement la radiographie latérale ou au besoin un scanner. On gardera l'idée qu'il faille un traumatisme pour suspecter une fracture. Il y a un outil qui a été proposé il y a une dizaine d'années, dont je n'ai pas retrouvé de nouvelles études de validation, mais qui laissait à supposer que les personnes de plus de 50 ans avec des douleurs localisées au niveau du rachis lombaire, n'irradiant pas dans les membres inférieurs et plutôt minces, avec un IMC inférieur à 22, inactives et plutôt féminines, ont un risque augmenté avec un ratio de vraisemblance à près de 10% et un ratio de vraisemblance négatif à 0,16%. Je vous remercie pour votre attention. C'était un message d'introduction avec principalement comme idée le fait que les corticostéroïdes, le vieillissement et l'activité sont des facteurs de risque importants des fractures, généralement plutôt des fractures rachidiennes, celles qui nous intéressent le plus. Les fractures du col sont aussi importantes chez les personnes âgées chuteuses. C'est pour ça que le Time Point Go test est un test intéressant, semble-t-il, pour dépister le risque chez les personnes. Il est important de vérifier régulièrement, surtout en gériatrie, le risque de fracture chez nos patients parce que ces fractures sont associées à un risque augmenté de mortalité et d'incapacité lié aussi à des troubles neurologiques à ne pas négliger. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, envoyez-moi un mail à ouzinski.thomas@gmail.com en me rappelant dans l'intitulé de votre titre votre formation. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.